aujourd'hui, on va traiter une question d'une extrême importance. D'une extrême importance parce que c'est une pathologie qui touche l'adulte jeune. D'accord? Donc chaque fois qu'on a une pathologie qui touche l'adulte jeune, en début de carrière professionnelle et familiale, 20 ans, 40 ans, il va attraper une maladie qui est lourdement handicapante parce qu'elle expose à des handicaps qui peuvent être d'origine motrice, cognitive. D'accord? Donc de l'importance de traiter cette pathologie. Donc la sclérose en plaques par définition est une maladie inflammatoire. Donc le substratum, le mécanisme physiopathologique initial de la maladie, c'est une inflammation. D'accord? Cette inflammation, elle est d'origine auto-immune. Ça veut dire qu'on va avoir un dérèglement du système nerveux, du système immunitaire, qui va s'attaquer à des éléments du soi. D'accord? Et cette pathologie inflammatoire va être responsable de l'ensemble des symptômes rencontrés pendant la maladie, mais les études et l'observation, les études histopathologiques, immunopathologiques, et surtout le suivi des malades, a démontré que finalement, cette maladie, ou les symptômes ou les signes cliniques de la maladie ne peuvent pas être expliqués seulement par cette composante inflammatoire. Et on commence à parler de la composante dégénérative. À l'époque où j'étais étudiant, la définition de la sclérose en plaques est une pathologie auto-inflammatoire, auto-immune. Maintenant, on dit que la sclérose en plaques est une pathologie à double composante, inflammatoire et neurodégénérative. On verra par la suite la succession de ces deux événements, mais dans tous les cas, il faut savoir que c'est une maladie inflammatoire et neurodégénérative. C'est une maladie qui touche l'adulte jeune. D'accord? Donc c'est important, on le souligne dans l'introduction, parce qu'à chaque fois que vous pensez ou vous avez des éléments qui peuvent vous orienter vers une sclérose en plaques, vous avez un sujet qui est âgé de 60 ans, ce n'est pas contre la sclérose en plaques, mais ce n'est pas un élément en faveur. Ce qui est en faveur, c'est la survenue des éléments cliniques qui vont vous orienter vers la sclérose en plaques chez l'adulte jeune, entre 20 et 40 ans. Donc, je ne dis pas que la sclérose en plaques est impossible chez quelqu'un âgé de 50 ans, mais c'est moins fréquent. Il touche plus fréquemment les femmes, et c'est une inflammation qui va intéresser le système nerveux central. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites votre examen clinique, où vous trouvez des éléments, je ne sais pas pourquoi vous notez. Je vous dis, vous avez le PowerPoint, vous avez le... Il faut comprendre. C'est des éléments qui n'existent pas ni dans le poly, ni dans le support écrit. Donc chaque fois que vous avez des éléments d'atteinte du système nerveux périphérique, ce n'est pas en faveur d'une sclérose en plaques. D'accord? On distingue grossièrement deux formes cliniques évolutives de la maladie. La forme rémitante, qui représente 80% des cas. La forme rémitante, elle va se définir par la répétition, la survenue de poussées entrecoupées de périodes de rémission. Le patient viendra vous dire que en mois de janvier 2017, j'avais fait par exemple un épisode de baisse de l'acuité visuelle qui a duré 3 mois et par la suite il y avait la rémission spontanée totale. Au mois de juin, j'avais présenté une instabilité de la marche qui a duré 20 jours et par la suite rémission spontanée des symptômes. D'accord? Cette forme clinique est la forme la plus classique qu'il faudrait connaître. À l'opposé de la forme rémitante, dans un certain pourcentage, de 10 à 15%, vous avez les formes progressives. Ça veut dire que le patient va voir son état se dégrader par un cumul progressif de symptômes. Ça veut dire, lui, il constate que au mois de janvier, par rapport au mois de janvier de l'année dernière, ce janvier-là, je constate qu'avant, je pourrais marcher 100 mètres.
Maintenant, j'ai vraiment des difficultés à marcher et j'arrive même pas à marcher sans aide. Pourtant, le patient n'a jamais rapporté une poussée clinique. C'est très important, on le met dans l'introduction, de bien définir la forme clinique parce que toutes les formes rémittantes, vous avez beaucoup de thérapeutiques qui sont efficaces, alors que les formes progressives, ils n'ont aucun traitement efficace. Donc en pratique clinique, si je ne fais pas attention quand un patient présente une forme progressive, je reçois les plaintes de la patiente et l'insatisfaction de la famille quant au traitement que j'ai instauré, c'est juste parce que je n'ai pas transmis bien le message à la famille, je n'ai pas dit que c'est une forme progressive et par rapport à cette forme, on n'a pas de traitement. Jusqu'à l'heure actuelle, on n'a pas de traitement efficace. La maladie, elle expose à un risque d'handicap. Vous avez un handicap moteur, vous avez un handicap cognitif. Et c'est une complication de la maladie. Il faudrait traiter le malade de façon précoce et efficace pour éviter qu'on arrive au stade de complication, au stade d'handicap. Et je dis, comme dans le stade d'handicap, c'est des lésions qui sont irréversibles. Donc les choses à retenir, c'est une maladie à double composante, inflammatoire neurodégénératif. C'est une maladie de l'adulte jeune qui prédomine chez la femme. Vous distinguez deux formes, les formes rémittantes et les formes progressives. Les formes rémittantes sont les plus fréquentes. Le diagnostic, retenez ce mot-clé, faut que vous mettez en évidence la notion de dissémination dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, c'est la répétition de poussées. Au mois de janvier, puis au mois de décembre, puis ce mois-ci. Donc c'est une dissémination dans le temps. La dissémination dans l'espace, c'est lorsque vous faites votre examen clinique et vous mettez en conclusion que le patient présente des symptômes qui ne peuvent pas être expliqués par une seule topographie. Comprenez? Ça veut dire qu'il faudrait que votre conclusion clinique ou votre discussion syndromique, il faudrait qu'il y ait des éléments qui doivent vous orienter vers 2 ou 3 topographies. Je m'explique. Si j'ai un patient qui a une paraplégie avec un niveau sensitif ombilical et par ailleurs il a un tableau de névrite optique, une inflammation du nerf optique, ça c'est 2 topographies différentes. D'accord? Alors que si j'ai une atteinte pyramidale, une tétraplégie avec une ataxie, je peux avoir un problème au niveau du tronc cérébral qui va toucher aussi bien la voie pyramidale que la voie cérébelleuse. Je vais avoir les 2 tableaux par une seule lésion. Donc il faudrait mettre en évidence la dissémination temporospatiale pour avoir votre diagnostic de sclérose en plaques. Donc sur le plan épidémiologique, la prévalence de la maladie, elle est variable dans le monde. On distingue 3 zones de prévalence. Des zones de prévalence, des zones de faible prévalence, définies par une prévalence qui ne dépasse pas les 30 cas par 100 000 habitants. Vous avez les zones de prévalence intermédiaire, entre 30 et 80, et vous avez les zones de haute prévalence qui dépassent les 80. Regardez à travers ce schéma que vous avez un gradient sud-nord. Donc chaque fois qu'on monte vers le nord, la prévalence de la maladie augmente. Du fait qu'on n'a pas des études ou de vraies études épidémiologiques dans la région maghrébine, on n'a pas vraiment de chiffres statistiques quant à la prévalence. C'est soit au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Mais on estime que la prévalence marocaine, il rejoint les zones de moyenne prévalence de sclérose en plaques. Par contre, lorsqu'on descend même au niveau du Maroc, on constate qu'il y a ce gradient sud-nord. Les neurologues qui exercent au niveau de la région de Dakhla, ils voient exceptionnellement des cas de CEP. Lorsqu'on parle aux neurologues de Rabat, de Casa, on leur dit dans votre vie de neurologue de 30 ans, 40 ans, combien de cas de sclérose en plaques avez-vous vu et les de race noire? Ils vous disent 1, 2, 3, 5 cas. Dans mon expérience,
Mon expérience encore jeune, on n'a jamais eu de cas de sclérose en plaques, jamais eu de cas de sclérose en plaques. C'est un sujet de race noire. D'accord? Donc, retenez qu'il y a cet élément, ce gradient sud-nord. Cette corrélation ou l'existence de ce gradient sud-nord va suggérer qu'il y aurait des éléments de l'environnement, d'accord, puisque il y a une différence de prévalence entre la région X et la région Y. Sur le plan statistique, on devrait supposer qu'il y a certainement des éléments de l'environnement qui vont changer de la zone A, de la zone X à la zone Y et qui vont faire varier cette prévalence. Et de là, on parle de l'implication de certains virus, l'implication du climat, de l'ensoleillement, mais c'est des éléments qui ne sont pas encore clairs. Par la même explication, dans le même ordre de sens, il y a la sclérose en plaques qui peut être exceptionnellement rare dans certaines ethnies. L'incidence de la maladie, il peut atteindre 1 à 3 cas pour 100 000 habitants. D'accord? Dans notre pratique hospitalière, depuis le démarrage du service en 2014, on a une série de 150 cas de sclérose en plaques sur 4 ans. Donc ça vous fait, on va mettre 160, ça vous fait 40 cas par an. Ça vous fait également, sur 12, ça vous fait 3 nouveaux cas par mois. D'accord? Ce qui est quand même fréquent par rapport à une pathologie quand même qui est grave. Le sexe ratio, vous avez la maladie qui est prédominante chez la femme dans une proportion de 2 femmes pour un sujet pour un homme. Donc lorsque vous avez 2 femmes qui sont touchées, par la suite vous avez un homme qui peut attraper la maladie. La maladie, elle débute généralement entre la 3e et la 4e décennie. On peut avoir des cas pédiatriques. On a des cas de CEP. Le plus jeune du service, il a 14 ans. D'accord? Et le plus âgé du service, il a 62. Donc chaque fois que vous avez des âges extrêmes, vous aurez des difficultés pour faire un diagnostic précis parce que le spectre des étiologies ou du diagnostic différentiel, il devient très large. Mais lorsque vous êtes face à un sujet entre 20 et 40 ans, là le diagnostic quand même, il est plus facile si vous avez cet élément de dissémination temporo-spatiale. Les chercheurs, ils ont constaté dans les études ce que la connaissance ou l'intérêt des scientifiques par rapport à la sclérose en plaques, il est devenu très important depuis les années 80. Avant les années 80, on ne connaissait pas beaucoup de choses sur la sclérose en plaques. Mais depuis les années 80, on a essayé de faire ce qu'on appelle les registres de patients. On a le registre français, on a le registre européen, le registre américain. On va collecter l'ensemble des cas de sclérose en plaques pour essayer finalement de comprendre des éléments sur l'épidémiologie, sur la physiopathologie. Et on a constaté que lorsqu'on prend une personne originaire du Maroc et qui par la suite pour des raisons familiales se déplace en France, le risque de développer une sclérose en plaques, il varie en fonction de l'âge de ce déplacement, de ce voyage. Si la personne change de lieu de résidence dans un âge inférieur à 50 ans, le risque d'avoir une sclérose en plaques, il rejoint la zone d'accueil. D'accord? Ça veut dire le risque d'avoir une sclérose en plaques, parce qu'on a dit la prévalence est extrêmement différente entre le sud et le nord. Lorsque moi je pars du Maroc et je pars habiter en France, le risque d'avoir la maladie, lorsque je me déplace avec un âge inférieur à 15 ans, je rejoins le risque de développer la maladie français. Lorsque je me déplace après un âge de 15 ans, 20 ans, 25 ans, le risque d'avoir la sclérose en plaques, il est celui de l'origine, de la zone d'origine. Ceci vous pousse à réfléchir, à supposer qu'il y a certainement des éléments ou des variations ou des événements qui surviennent dans les premières années de la vie. D'accord? Et maintenant, tout le monde est d'accord sur le fait que, tout à l'heure on a dit que c'est un dérèglement du système immunitaire qui va s'attaquer à des éléments du soin, que ce dérèglement, il survient certainement pendant les premières années de la vie. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, par rapport à des éléments de l'environnement, notamment des infections virales.